Dans ce chapitre, on va apprendre à gérer les héritages. Alors, les héritages constituent un concept, une notion, parmi les notions fondamentales de ce langage de programmation-là, qui est Java. Donc ici, on ne parle pas d'argent, il n'y a pas d'argent à hériter. On s'intéresse tout simplement à l'héritage dans le domaine informatique, qui est un peu similaire à l'héritage habituel, l'héritage que vous connaissez. Mais quand même, on peut dire que c'est un peu différent. Alors, comme le cours précédent, là, on va donner des exemples pour bien vraiment illustrer cette notion d'héritage. Bon, supposons là, on a déjà créé une classe ville. Supposons maintenant que l'on veut gérer à part les capitales. Mais tout en sachant qu'une capitale est une ville aussi. Donc, une capitale est une ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les propriétés et méthodes de la classe ville peuvent être aussi au niveau de la classe capitale. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez créer une classe capitale avec toutes les caractéristiques et méthodes qui sont dans la classe ville. Bon, si vous faites ça, ça c'est que vous avez mal procédé. Parce qu'après, si vous voulez faire des modifications ultérieurement, vous serez obligé de faire des modifications au niveau des deux classes à la fois. Alors que Java nous offre une notion qui nous permet de gérer ça facilement, qui est l'héritage. Donc, vu que Capital est une ville, donc on peut dire que Capital hérite de ville. Parce qu'elle a les mêmes propriétés et méthodes que la classe ville. Juste que Capital a une propriété de plus, qui est le monument. Sa capitale a un monument. Peut-être c'est le monument qui la différencie des autres villes. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on va procéder ainsi. Au lieu de recopier tout ce qui se trouve dans la classe ville au niveau de la classe capitale, eh bien, on va tout simplement passer à la notion d'héritage. Là, pour dire que la capitale hérite de ville, on utilise le mot-clé extends. On utilise le mot-clé extends. Et ce petit mot-clé-là permet tout simplement à la classe capitale d'avoir accès à toutes les propriétés et méthodes de la classe ville. C'est génial, non? Au lieu de recopier tout ça, au lieu de recopier le contenu de la classe ville dans la classe capitale. Avec le petit mot là, extends, on a accès maintenant à toutes les propriétés et méthodes de tout ce qui se trouve au niveau de la classe ville, sauf les propriétés, c'est-à-dire les variables et les méthodes qui sont privées. Je vais y revenir, ça, privé. Alors là, dans ce cas, on va juste ajouter que la nouvelle propriété, la nouvelle variable qui appartient tout simplement à la capitale, qui est le monument. D'accord. Avant ça, continuons, mettons ici en place la classe capitale d'abord. Vous voyez, on a déjà la classe ville. On va la conserver, d'accord? On va créer la classe capitale. Là, je vais mettre ici capitale en respectant la syntaxe. Vous voyez, le premier caractère doit être en majuscule. La première lettre d'une classe, finish. Donc ici, encore une fois, je n'ai pas besoin de la méthode main parce que j'ai déjà la méthode main au niveau de ma classe main. Finish. Et là, je veux que maintenant, capital hérite de toutes les propriétés et méthodes de la classe ville. Il suffit juste d'appliquer le mot-clé extends et là, on mentionne ville. Donc là, on dit que capital est une classe fille ou bien une classe dérivée de la classe ville. Et la classe ville, on peut l'appeler comme une classe de base ou bien une classe mère. Est-ce que vous savez, plus tard, on va l'appeler superclasse. Donc, ça, les concepts. Donc, capital hérite de ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que capital est une classe mère ou bien une classe dérivée. Et ville, c'est une classe dérivée ou bien une classe héritée, capitale, et pas une classe de mère. Ville, par contre, est une classe mère ou bien une classe de base. Donc, voilà les termes, les expressions que l'on utilise pour désigner ces classes-là. Est-ce que vous avez saisi? Donc,
une classe peut avoir plusieurs classes phi, plusieurs classes dérivées. Mais par contre, une classe dérivée ne peut hériter qu'une et une seule fois une classe de base. On ne peut pas avoir une classe qui hérite de plusieurs classes de base, comme on va le voir. D'accord. Maintenant, pour vraiment vérifier que l'héritage marche, que l'héritage fonctionne bien, essayons de créer un objet de la classe capitale. Et essayons d'exécuter l'une des méthodes de la classe vide. Vous allez voir. Donc là, j'enregistre. Au niveau de la méthode main, donc qui se trouve dans la classe main, je vais créer un objet capital, vous voyez. Donc ici, je n'ai pas besoin d'importer capital. Pourquoi? Même aussi lorsque je faisais des tests avec ville, je n'avais pas besoin d'importer la classe ville. Parce que tout simplement, ces classes-là se trouvent dans le même package. On va y revenir lorsqu'on va aborder la notion de package dans l'un des chapitres à venir. D'accord? Donc là, je vais l'appeler cap, voilà, égal, new. C'est pareil, hein? Comme on crée un objet, new capital. Comme ça. Est-ce que vous avez saisi? Et après, maintenant, je vais mettre out pour afficher la description. Si je clique déjà point, l'objet point, il me met en liste toutes les méthodes que je peux appeler à travers cet objet-là, y compris les méthodes qui se trouvent dans la classe de base. Vous voyez ici, getNoPay, getNombre habitants, d'écritoire. C'est la méthode d'écritoire qui m'intéresse. Et si je clique, et avant tout, là, vous voyez que la classe capitale n'a pas de constructeur. Donc, si on ne crée pas de constructeur, si on ne met pas de constructeur, il y a un constructeur par défaut qui est mis par l'Eclipse, par le compilateur. Comme je l'avais dit, chaque classe a un constructeur. Si on ne met pas de constructeur à cette classe-là, eh bien, il y a un constructeur par défaut qui est créé. Et ce constructeur capital-là, vu que capital est une classe dérivée de la classe ville, eh bien, ce constructeur-là appelle de façon tacite, de façon implicite, le constructeur par défaut de la classe ville. Est-ce que vous avez saisi? Et si on exécute ce code-là, qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Voyez, inconnu, voyez ici déjà création d'une ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce constructeur par défaut-là, c'est exécuté. Ce constructeur par défaut-là est exécuté. Vous avez vu? Donc, si on exécute le constructeur par défaut d'une classe mère, d'une classe dérivée plutôt d'une classe phi, eh bien là, ce constructeur appelle de façon tacite le constructeur de la classe de base de la classe mère. Donc ici, on a utilisé le constructeur par défaut. Eh bien, ce constructeur par défaut-là de capital va appeler de façon tacite le constructeur par défaut de la classe ville, de la classe de base. Est-ce que vous avez saisi? Et là, vous voyez, d'écritoire, c'est une méthode qui n'existe pas au niveau de la classe capital, mais qui est au niveau de la classe ville. Donc, vu que capital hérite de ville, eh bien, capital a la possibilité, a accès à toutes les propriétés et méthodes de la classe de base. Est-ce que vous avez saisi? Donc, voilà, cela témoigne que, eh bien, l'héritage fonctionne très bien. Avançons maintenant. Essayez de voir this.noVille au niveau de la classe capitale. Donc là, on va essayer de créer un constructeur par défaut ici. Public capital. On va essayer de créer un constructeur par défaut au niveau de capital. Donc je vais mettre public capital sans oublier la syntaxe de voilà, comme ça. Et maintenant, je vais mettre this.ville par exemple. Non, attendez ici. this.noVille comme ça. Égal, je vais mettre quoi? Comme par exemple Toto. Point virgule. Qu'est-ce que vous remarquez? qu'Eclipse n'aime pas ça. Qu'il y a une erreur. La compilation refusera. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, comme je l'ai dit, malgré que Capital hérite de la classe ville, mais eh bien, attention, Capital n'a pas accès aux éléments de la classe ville qui sont privés. Alors que normalement, une classe phi peut faire libre cours au niveau de la classe de base, au niveau de la classe mère.
C'est-à-dire doit avoir accès à toutes les variables et méthodes de la classe mère. Mais ici, il y a problème. Parce que la classe phi là ne peut pas accéder aux variables de la classe mère, aux variables plutôt de la classe ville. Il y a problème. C'est là maintenant que une autre portée fait son entrée. Une autre portée qui est protected. Donc protected, c'est comme privé. Mais protected, si une variable a de portée protected ou bien une méthode, ça veut dire que ces variables et méthodes-là seront accessibles par tout simplement les classes phi, par les classes dérivées de la classe qui contient ces variables-là et méthodes. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, si on marque toutes nos variables-là à la place de private, on met protected. Ça veut dire quoi? Eh bien, ces variables seront accessibles à l'intérieur de cette classe-là, mais aussi aux classes phi, aux classes qui héritent de la classe ville. Donc, forcément, au niveau de la capitale, de la classe capitale. Voilà. Si j'enregistre, vous voyez que l'erreur disparaît. Donc, depuis là, on a vu trois portées. La portée publique, la portée privée et la portée protected. La portée protected, c'est comme privé, mais quand même, elle donne accès aux éléments par tout simplement par les classes de base, par les classes mères, par les classes phi plutôt, par les classes dérivées. Donc, si les variables de ville sont protégées, ça veut dire que ces variables ne sont accessibles qu'à l'intérieur de cette classe, mais aussi aux classes phi, aux classes qui hériteront de la classe ville. Aussi simple que ça. Donc là, si vous savez que votre classe sera héritée, eh bien, marquez vos variables de manière... Marquez vos variables protected. Donnez à vos variables la portée protected au lieu de privé. D'accord? Comme ça, on a sécurisé le programme. Avançons. Donc là, c'est très bien. Si on a bien mis protected partout, hein? Vous avez saisi. Génial. Avançons maintenant. Alors, là, comme je l'avais dit par anticipation, ici, on a une classe agrafeuse bionique. Extends agrafeuse R comprime, virgule agrafeuse manuelle. J'avais dit que une classe mère, une classe peut avoir plusieurs classes dérivées. Une classe peut avoir plusieurs classes dérivées. Mais par contre, une classe ne peut pas avoir plusieurs classes mères, plusieurs classes de base. Java a refusé catégoriquement ça. Par contre, dans le langage C++, c'est possible. L'héritage, c'est ce qu'on appelle l'héritage multiple. L'héritage multiple est possible en C, mais en Java, c'est interdit. Par exemple, supposons ici que agrafeuse R comprime a une méthode qu'on appelle agrafée, et aussi agrafeuse manuelle aussi a la même méthode qui s'appelle agrafée. Et si on évoque cette méthode-là, sans redéfinir la méthode agrafeuse, sans redéfinir la méthode agrafée au niveau de la classe agrafeuse bionique, si on évoque la méthode agrafée, eh bien, JVM se retrouvera dans des confusions parce qu'elle ne sait pas laquelle évoquer. Quelle méthode agrafée évoquer parmi celles qui se trouvent à agrafeuse R comprime et celles qui se trouvent dans agrafeuse manuelle. C'est pourquoi que les développeurs, les programmeurs en Java ont décidé de ne pas mettre l'héritage multiple en Java pour nous faciliter la vie. Donc, ce qu'il faut retenir de là est qu'une classe peut avoir plusieurs classes dérivées. Et ces classes dérivées même peuvent avoir plusieurs classes dérivées. Ça veut dire qu'une classe dérivée peut aussi être une classe de base, une classe mère. Mais une classe ne peut pas avoir plusieurs classes de mère, plusieurs classes mères, plusieurs classes dérivées, plusieurs classes de base plutôt. Voilà. Maintenant, si on met en place, il est temps maintenant de mettre quelque chose au niveau de notre variable, au niveau de notre classe. Donc là, on va mettre la propriété capitale. Voyez, le monument plutôt. La propriété monument. Voyez, comme ça. La propriété
la propriété monument. Parce que c'est ça, en fait, c'est cette propriété-là qui distingue capitale d'une ville simple. Tout en sachant que capitale est une ville. Donc là, au niveau du constructeur, je vais évoquer le constructeur par défaut à travers le mot-clé super. Pour évoquer un élément de la classe mère, de la classe de base, on utilise le mot-clé super. On utilise le mot-clé super. Comme on manipule 10 ans, on utilise le mot-clé super. Donc là, je veux appeler le constructeur par défaut de la classe mère, c'est-à-dire de la classe ville, eh bien, je mets juste super, sans argument, sans paramètre. Donc, automatiquement, super remplacera le constructeur par défaut ville, tout court. Et là, j'en profite pour initialiser monument. Vu que c'est un constructeur par défaut, je vais mettre tout simplement comme ça, monument. Ou bien this monument, ça va de soi. Monument, je vais mettre aucun. Et si j'exécute maintenant, si j'exécute la main, qu'est-ce que c'est? Création d'une ville. Ça veut dire quoi? Ce constructeur par défaut-là est exécuté. C'est pourquoi j'ai ici création d'une ville. Et là, automatiquement, ces variables-là aussi sont initialisées. Comme ça, nos villes inconnues, nos pays inconnus, nombre d'habitants, 0, etc. Est-ce que vous avez vu? Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que capitale hérite de ville, alors capitale est une ville. C'est aussi simple que ça. Capitale est une ville. Vous voyez? Donc ici, j'ai inconnu est une ville de inconnu qui a 0 habitant. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Que la méthode d'écritoire, eh bien, ne prend pas en compte le monument. Mais c'est évident, parce que c'est la méthode d'écritoire qui se trouve dans la classe ville qui est exécutée. Maintenant, on va essayer de définir une méthode d'écritoire au niveau de la classe capitale afin de prendre en compte la propriété, la variable monument, afin de prendre en compte le monument de la capitale. Est-ce que vous avez saisi? Vu que la méthode d'écritoire qui se trouve dans la ville ne prend pas en compte le monument. Donc là, on peut redéfinir la méthode définie qui se trouve dans la ville. Donc là, pour faire simple, vous voyez ici. Cette méthode-là, on va faire de telle sorte que cette méthode a la même prototype, a la même signature plutôt que la méthode précédente. Donc là, je pourrais faire copier-coller, tout simplement. Copier. Et là, je colle ici. Public string d'écritoire. Et là, au lieu d'appeler tout ça là, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, après, saut de ligne. Voilà. Je vais marquer une tabulation. Après, qu'est-ce que je vais faire? This point monument. Voilà. Bon, je peux dire A. Donc, this monument et le monument, comme ici, en est un monument. Voilà. En est un monument. Point. Et là, vous voyez, je n'ai pas évoqué le contenu de d'écritoire qui se trouve dans le... Je n'ai pas évoqué en fait dans la méthode d'écritoire la méthode d'écritoire qui se trouve dans la classe ville. Il faut l'appeler. Sinon, ça serait incomplet. Point d'écritoire. Voyez. Donc ici, super se comporte comme this. Mais super fait référence tout simplement à la classe de base, à la classe mère. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je dois couper ça. Je dois le mettre ici. Hein. Voilà, et là, plus. Comme ça. Donc, on a super d'écritoire. Voyez. Super d'écritoire. Qui fait référence à ça, à ce contenu. Et là, on y ajoute directement l'élément particulier de la capitale. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, maintenant, si j'exécute
c'est la méthode d'écritoire qui se trouve dans l'objet courant qui va s'exécuter. Mais pas, vous voyez, aucun en est un monument. Inconnu est une ville, de inconnu qui a 0 habitant, aucun en est un monument. Donc là, s'ils exécutent s'ils appellent cette méthode-là avec l'objet courant, eh bien, JVM va voir d'abord est-ce que cet objet-là, cette méthode-là appelée existe dans la classe de l'objet, sinon, elle remonte pour voir si cette méthode existe au niveau de la classe mère. Mais tout à l'heure, je n'avais pas mis cette méthode d'écritoire dans la classe capitale. C'est pourquoi la JVM exécute, le compilateur exécute la méthode qui se trouve dans ville. Et là, j'ai redéfini cette méthode au niveau de la classe capitale afin de bien prendre en compte le monument. Aussi simple que ça. Vous avez saisi. Maintenant, si je veux, maintenant, il est temps de créer vraiment une capitale. Il est temps de mettre en place un constructeur d'initialisation dans la classe capitale. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, donc c'est très simple. Hein? Donc là, au niveau de capitale, je vais mettre le constructeur d'initialisation public capitale. Donc je vais le mettre là, à cet endroit. Public capital. Oui, fois ici. Il n'y a pas de surcharge. Il faut que ces méthodes-là, la méthode surchargée, il faut que ces méthodes-là possèdent des paramètres différents. Il faut que ces méthodes se différencient au niveau de leurs paramètres. Donc là, je vais mettre les mêmes paramètres qu'ici, hein, en ajoutant tout simplement capital. Vous voyez, les mêmes paramètres ici, en ajoutant tout simplement le paramètre capital. Comme ça. Virgule. Capital, c'est une string. Capital. Hop. Monument plutôt. Pas capital, mais monument. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, là, ces variables-là, ces paramètres, nos villes, nombre d'habitants, nos pays, je vais les passer au constructeur d'initialisation de la classe de base en utilisant super, comme ça. Donc là, je vais mettre nos villes, virgule, nombre habitants, comme ça, virgule, nos pays, comme ça, point virgule. Et là, j'initialise ma variable monument, this.monument, qui référence à ce monument-là, égale monument, qui fait référence à ce paramètre-là. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est comme ça qu'on procède. C'est très simple. Donc, vu que capitale hérite de ville, alors tout ce qui appartient à ville appartient aussi à capitale. Donc, nos nombres d'habitants, nos villes, nos pays, tout ça aussi appartient à capitale. Donc, pour créer une capitale, il faut les initialiser. À travers ici, super, qui fait référence tout simplement au constructeur de la classe mère, de la classe de base. Donc, c'est fini. C'est comme ça qu'on fait. Et là aussi, je vais en profiter pour mettre les getter et setter de la variable monument. C'est évident parce qu'ici, monument, c'est privé. Donc là, c'est très simple. Hein. Moi, je préfère générer. Je suis feignant, moi. Generate. Notez très bien que même les constructeurs, on peut les générer. Hein. On va le voir. Donc ici, je vais sélectionner tout. Generate. Automatiquement, Eclipse m'a mis pour moi les accessoires et mutateurs de cette variable qui est monument. Vous avez vu? Maintenant, on va essayer de créer vraiment une capitale. Comme ça. Et après, on évoque la méthode d'écritoire. Vous allez voir.
capitale. Donc là, capitale, je vais utiliser cette fois-ci le constructeur d'initialisation et non le constructeur par défaut. Donc Dakar est une capitale. Et là, il faut respecter encore une fois l'ordre des paramètres. Après, pays apparenté, Sénégal. Après, le monument. Vous voyez, le monument ici au Sénégal, c'est la Renaissance, hein, le monument de la Renaissance. Donc, je vais mettre la Renaissance. Renaissance. La Renaissance. Vous avez saisi. Voilà. Si j'enregistre et j'exécute la méthode d'écritoire, vous voyez, Dakar est une ville de Sénégal qui a habitants. La Renaissance en est un monument. Vous voyez, c'est très facile, c'est très simple. Donc c'est comme ça qu'on procède. Hein. Au lieu de copier tout ce qui est ici dans Capital, on préfère passer par l'héritage. La notion d'héritage. C'est magique, non? Et c'est très simple. Donc, ce qu'il faut retenir depuis là est que pour avoir accès aux éléments de la classe mère, on se sert du mot-clé super. Pour évoquer son constructeur, on utilise le mot-clé super. Pour évoquer une de ces méthodes, bien vrai que le constructeur est une méthode, on utilise le mot-clé super. Pour évoquer aussi ses attributs, on utilise le mot-clé super. C'est simple que ça. Donc, si on crée un constructeur au niveau de la classe fille, eh bien, il faut que ce constructeur appelle de façon tacite ou bien de façon explicite le constructeur de la classe mère pour pouvoir initialiser les variables qui se trouvent au niveau de la classe mère. Parce que si on hérite d'une classe, ça veut dire que, eh bien, on est de cette classe-là. Tout ce qui est dans cette classe nous appartient aussi. Donc ici, capitale, tout ce qui est dans ville appartient aussi à capitale. Aussi simple que ça. Maintenant, avançons. On vient de faire de la méthode d'écritoire une méthode polymorphe sans s'en rendre compte. Donc là, on va pénétrer dans une autre partie de ce chapitre-là, qui est le polymorphisme. Donc j'ai dit, on vient de faire de la méthode d'écritoire une méthode polymorphe. Pourquoi? Ici. Déjà, j'avais dit que l'exécution de cette instruction, eh bien, si on met cap.d'écritoire, c'est la méthode qui se trouve dans l'objet courant qui va s'exécuter. Si cette méthode-là n'existe pas, comme tout à l'heure avant la création de cette méthode, eh bien, c'est la méthode de la classe mère qui va s'exécuter, n'est-ce pas? Maintenant, ici, pour adapter le comportement de la méthode d'écritoire, eh bien, on la redéfinit dans la classe capitale. On la redéfinit dans la classe capitale. Pour que la méthode d'écritoire s'adapte à capitale, pour bien prendre en compte en fait le monument. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Donc on peut dire que le polymorphisme n'est rien d'autre que la redéfinition d'une méthode de la classe mère, de la classe de base, dans une classe fille. Aussi simple que ça. Mais notez très bien que les méthodes polymorphes doivent garder la même signature. Public string ici d'écritoire, c'est identique à public string d'écritoire qui est ici. D'écritoire qui est ici, voyez. En prototype, en signature, c'est identique. Ici, il n'y a pas de paramètre. Là aussi, il n'y a pas de paramètre. Et le type de retour, c'est string. Là aussi, le type de retour, c'est string. Est-ce que vous avez saisi? Donc, ce qu'il faut retenir est que le polymorphisme permet tout simplement de redéfinir une méthode. Attention, j'ai dit de la redéfinition. Une méthode, la redéfinition d'une méthode de la classe mère, de la classe de base, dans une des classes dérivées. C'est la même méthode. On adapte juste là, on adapte juste sa procédure. On adapte juste sa procédure, mais c'est la même méthode. C'est ça en fait le polymorphisme. Et le polymorphisme permet entre autres de ne pas soucier des types d'objets.
ne pas soucier des types d'objets, comme on va le voir. Donc, faisons un exemple concret. Voilà. Donc là, on va mettre en place un tableau de ville. Juste pour illustrer, pour bien illustrer aussi le polymorphisme. On va créer un tableau de ville. 5. Eh bien, et là, ce tableau de ville va contenir à la fois des villes et des capitales aussi. D'accord, des villes et des capitales. Donc ici, dans notre table, en supposons que Kaolack, Fatick, Diourbel sont des villes et Dakar, Saint-Louis sont des capitales. On suppose, d'accord? Et là, c'est en fait leur nombre d'habitants. Donc là, voici le code pour bien initialiser la variable tableau. La variable tableau qui est un tableau de ville. Voyez, vers ville, if i est inférieur à 3, ça veut dire quoi? On va utiliser une boucle pour parcourir les deux tableaux à la fois, c'est possible. Donc maintenant, if i est inférieur à 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 premiers éléments de ce tableau-là sont des villes. Eh bien, on crée un objet ville. Sinon, ça veut dire que les 2 derniers sont des capitales. Eh bien, on crée un objet capital. Comme ici, vous voyez, capital, c'est new capital. Vous voyez, là, j'ai mal modifié. Là, je devais mettre Sénégal. Parce que ce sont des régions. Et là, la tour Eiffel, je devais mettre tout simplement quoi? Renaissance. Ou bien la Renaissance. Vous avez saisi? Donc, essayons de mettre en pratique ça. Au niveau de la classe main, bien sûr. Donc là, vous verrez que c'est très simple. Mais cet exemple va nous permettre vraiment d'illustrer le polymorphisme, bien qu'on sait déjà son mécanisme, sa manière de fonctionner. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer une variable ville, un tableau plutôt de ville. Là, je vais mettre ici crochet. Comme ça, tableau égale new ville. Je mets 5. Donc, je vais donner 5 villes. Et là, je vais mettre un tableau. Donc, si vous avez bien suivi le TP, vous n'aurez pas de problème pour comprendre ceci. D'accord? Tableau. Je vais mettre ici, j'ouvre les accolades pour mentionner les villes. Kaolack, virgule, Fatick, virgule, Diourbel, virgule, Dakar, virgule, Saint-Louis, voyez, virgule Saint-Louis, point virgule. Et je vais créer un autre tableau d'entier qui va contenir, je l'appelle comment? Tab 2, qui va contenir tout simplement le nombre d'habitants. Pour Kaolack, je vais mettre comme ça, virgule, pour Fatick, nombre d'habitants, comme ça, c'est trop, comme ça, voilà, virgule, pour Dakar, voilà, pour Saint-Louis, comme ça. Je ferme les accolades. Maintenant, je vais utiliser une boucle for, comme ça, par tab length. Donc ici, à la place de tab de length, je vais mettre 5. Maintenant, if i est inférieur à 5, ça veut dire que l'élément de cet indice-là est une ville, n'est-ce pas? Je vais créer un objet ville. Ville égale v égale new ville, entre parenthèses, s'initialise. Là, je vais mettre Kaolack, pas Kaolack plutôt. Je vais mettre tab 1, tab i plutôt comme valeur, virgule. Après le nom de la ville, on met le nombre d'habitants. Donc tab 2, comme ça. Tab 2, comme ça. Et là, le pays apparenté, c'est toujours Sénégal.
Vous voyez? Virgule. Le monument. Non, pas de monument ici. Hein. La ville ne possède pas de monument. Donc, c'est comme ça. Et après, maintenant, je vais ajouter cet objet-là à mon tableau de ville, qui est tableau. Donc là, après, je vais mettre tableau, crochet I, égale V. Est-ce que vous avez saisi? Et je vais faire pareil pour le else if. Else if, ça veut dire que I est supérieur ou égal à 5. Non, est supérieur ou égal à 3. Là, je vais mettre 3. Voilà. Else. Qu'est-ce que je vais faire? Là, ça veut dire que c'est une capitale. C égale new capitale. Donc là, c'est un peu pareil qu'ici. Hein. Je vais ajouter un autre paramètre qui est le monument. Le monument, je vais mettre le monument, la Renaissance, tout simplement. D'accord? La Renaissance. Et après, je vais ajouter cet objet créé là au niveau de mon tableau. Ça, c'est... Voilà. Donc là, déjà, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a créé un tableau. On a créé plutôt un tableau de ville. Et dans ce tableau-là, voyez le type, c'est ville. Et dans ce tableau-là, on met à la fois les villes et les capitales à la fois. C'est pourquoi j'avais dit que déjà, avec le polymorphisme, on peut ne pas se soucier des types des objets. Alors, donnons des exemples. Donc là, c'est fait. Maintenant, mettons en place une boucle pour parcourir le tableau. Vous voyez? Mettons en place une boucle pour parcourir le tableau. For each est beaucoup plus adapté. For each, voilà. Là, for each int ville. À la place d'int, je vais mettre ville. Vous voyez? V. Et là, je vais mettre tableau. Comme ça. Je vais mettre 6 out, println. Hop, 6 out, println. V. Point décritoire. Est-ce que vous avez saisi? Une fois initialisé ce tableau-là, et bien après, je vais utiliser une autre boucle pour le parcourir. Si j'exécute, qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Je remonte un peu la console. Voyez. Création d'une ville avec paramètre, 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 création d'une ville avec paramètre. Cela témoigne que les constructeurs sont bien exécutés. Et chaque constructeur de la classe capitale a appelé le constructeur de la classe mère. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Kaolack est une ville de Sénégal qui a 200 je sais pas, habitants. Fatick, idem. Diourbel, idem. Mais voyez ici Dakar. Dakar est une ville de Sénégal qui a la Renaissance en est un monument. De même que Saint-Louis ici. Saint-Louis est une ville de Sénégal qui a la Renaissance en est un monument. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, la méthode d'écritoire, les méthodes d'écritoire exécutées sont différentes. Avec les villes, on a exécuté la méthode d'écritoire qui se trouve dans ville. Avec les capitales, on a exécuté la méthode d'écritoire qui se trouve dans la classe capitale. Donc ici, et voyez là, le V là, c'est toujours une variable, c'est toujours un objet ville. C'est toujours un objet ville plutôt. Donc à travers un objet ville, on a tout simplement évoqué les objets ville et capitale. C'est ça, en fait, l'utilité du polymorphisme. Ce qu'il faut retenir de là est que un objet d'une classe mère peut contenir un objet d'une classe fille. Un objet de la classe ville, ici, peut contenir un objet de la classe capitale. Parce que tout simplement, capitale hérite de ville. Ça, donc, si on avait une autre classe qui hérite ville, on peut créer des objets de cette classe-là en les mettant tous dans un tableau de type ville. Et ça n'aura pas de problème. Parce que comme je l'ai dit,
un objet de la classe mère peut contenir un objet de la classe fille, de la classe dérivée. C'est pourquoi ici, la variable ville, l'objet ville peut contenir l'objet capital. Mais si on veut que l'objet capital contienne l'objet ville, il faut faire ce qu'on appelle le transtypage. C'est comme avec les doubles et les int. Un int peut être contenu dans un double. On peut mettre une variable de type int dans une variable de type double sans problème. Mais si vous mettez la variable de type double dans une variable int, eh bien, il faut faire le transtypage. C'est valable ici. Ici, la variable, l'objet de la classe de base est beaucoup plus large et beaucoup plus vague que l'objet de la variable, l'objet de la classe fille, l'objet de la classe dérivée. Est-ce que vous avez saisi? Donc voilà, donc le polymorphisme permet entre autres de ne pas associer des types. Donc là, on n'a pas associé que cet objet-là est une classe, c'est une ville plutôt, et l'autre est une capitale. En faisant du polymorphisme, on fait ce qu'on appelle la covariance des variables. Qu'est-ce que c'est que la covariance des variables? C'est ce que je viens de dire. C'est le fait que un objet de la classe fille peut contenir un objet de la classe capitale. C'est ça la convariance. On crée une variable de type, on crée un objet de type de la classe mère et après cet objet-là va contenir une instance de la classe fille. Par exemple, ville, V égale new, capitale. C'est ce qu'on appelle la covariance. On met un objet d'une classe fille dans un objet d'une classe mère. Mais la covariance se manifeste que lorsqu'il y a la redéfinition de méthode. La redéfinition de méthode. Si on a redéfini des méthodes de la classe mère dans les classes filles, dans les classes dérivées. Dans ce cas, on peut vraiment s'intéresser à la covariance. Aussi simple que ça. Donc, on peut dire que le polymorphisme s'allie avec la covariance. Attention à ne pas confondre la surcharge de méthode avec une méthode polymorphe. La surcharge de méthode, déjà, les méthodes se trouvent dans la même classe. 1. Les méthodes se trouvent dans la même classe. 2. Les méthodes se diffèrent au niveau de leurs paramètres. Par contre, avec les méthodes polymorphes, eh bien, on a la même signature. D'ailleurs, même, ces méthodes ne sont pas définies dans la même classe. Les méthodes ne sont même pas définies dans la même classe. Et ces méthodes sont identiques en fait. C'est juste leur contenu qui change. Ces méthodes ont les mêmes caractéristiques, je veux dire, les mêmes nombres de paramètres, le même type de retour. Mais c'est seulement le contenu, la procédure qui change. C'est ça une méthode polymorphe par rapport à une surcharge de méthode. Donc la surcharge de méthode, les méthodes se trouvent dans la même classe. Alors que avec les méthodes polymorphes, les méthodes se trouvent dans des classes différentes. Au niveau d'une classe, l'une se trouve au niveau d'une classe, au niveau de la classe mère et l'autre au niveau de la classe fille. Est-ce que vous avez saisi? Donc ça en fait la différence. Ça peut vous amener à des confusions, c'est évident. Chaque classe créée hérite de manière tacite de la classe object. J'ai dit chaque classe créée hérite de manière tacite de la classe object. Qu'importe la classe qu'on crée, cette classe-là hérite de manière tacite, de manière implicite, la classe object. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la classe créée, on a accès aux méthodes de la classe object.
D'ailleurs, même on a utilisé une méthode de la classe objet sans s'en rendre compte, c'est la méthode equals, qui permet de comparer deux chaînes de caractères. Et bien là aussi, on peut utiliser cette méthode-là pour comparer deux objets. Equals. Donc, vu que cette classe crée hérite de manière tacite de la classe object, donc on peut redéfinir certaines méthodes de la classe object dans nos classes. Je peux redéfinir par exemple certaines méthodes object dans ma classe ville, comme dans ma classe capitale. Parce que cette classe créée hérite de manière, de manière tacite de la classe object. Et la méthode que l'on redéfinit souvent, c'est la méthode toString. La méthode toString. La méthode toString permet tout simplement de décrire un objet. C'est comme la méthode d'écritoire. C'est identique. C'est comme la méthode d'écritoire. Cette méthode permet de décrire un objet. Donc là, si on veut, on peut changer les méthodes d'écritoire qui se trouvent dans nos classes-là par toString. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On a fait la redéfinition de méthode. Du coup, la covariance peut se manifester. Et on a fait aussi le polymorphisme. Donc là, ville, d'abord, changeons juste ce nom-là, parce que toString retourne un string qui contient la description de l'objet courant. Donc là, je vais remplacer d'écritoire par toString, comme ça, par toString. Et le tour est joué, de même qu'ici. D'écritoire, je vais remplacer d'écritoire par toString, comme ça. toString. Et là, je vais mettre toString, parce que d'écritoire n'existe plus au niveau de la classe mère. J'enregistre. Et là, l'évocation de d'écritoire, je vais le changer par toString. Vous avez vu, si j'exécute, j'ai la même chose. Si j'exécute, j'ai la même chose, rien ne change. Maintenant, quel est l'avantage de l'utilisation, de redéfinir la fonction, la méthode toString dans nos classes? C'est pour avoir profit de la covariance et du polymorphisme. Ça, c'est au niveau de la classe ville. Ça, c'est au niveau de la classe ville. Ça, c'est au niveau de la classe capitale. Voilà. Donc là, ici, vu que toutes nos classes héritent de façon tacite, voyez l'objet, la classe object, et bien là, si on change, on peut changer ville par object sans problème. Et il n'y a pas d'erreur. Si on exécute, on aura le même résultat. Parce que là, c'est du polymorphisme. On a utilisé le polymorphisme. Et là, qu'est-ce que la JVM va faire? Elle va essayer de voir, est-ce que la méthode toString existe d'abord dans la classe de l'objet courant, c'est-à-dire dans la classe ville ou bien capitale. Il va vérifier d'abord, non, dans la classe de l'objet courant, n'est-ce pas? Si cette méthode ne s'y trouve pas, eh bien, la JVM va remonter pour voir est-ce que cette méthode se trouve dans Object. Donc, vu que toString se trouve dans la classe de base, dans la classe mère, dans la classe fille plutôt, eh bien, on évoque cette méthode-là. Sinon, on évoquera la méthode de la classe de base. Donc, si on appelle une méthode avec un objet, la JVM va vérifier est-ce que cette méthode-là existe bien dans cet objet-là, dans cette classe-là, dans la classe de l'objet. Si oui, on évoque cette méthode-là, sinon on remonte. Est-ce que ça existe au niveau de la classe de base? Sinon, on affiche erreur. Donc là, si on enlève la méthode toString qui se trouve dans capital, eh bien, c'est là, si on évoque une capitale avec la méthode toString, c'est la méthode toString qui se trouve dans la classe ville qui va s'exécuter. Parce que cette classe ne contient pas la méthode toString.
Idem ici, si j'enlève la méthode toString, si j'enlève la méthode toString, vous voyez. Et là, j'enlève aussi la méthode toString. Il n'y a pas d'erreur, certes. Si j'exécute, qu'est-ce que vous allez voir? Ah, vous voyez, POO, ville, etc. Parce qu'en réalité, c'est la méthode toString qui se trouve dans Object qui s'exécute. Parce que là, on n'a pas fait la redéfinition de méthode. La redéfinition de méthode consiste tout simplement à adapter une méthode selon l'objet. Donc ici, remettons les méthodes string, toString, et si on exécute, vous voyez, tout ça passe bien. Est-ce que vous avez saisi? Et là, c'est ça ce qu'on appelle la covariance. On a créé un objet de type object, et là, on y stocke les objets ville et capital en même temps. C'est pourquoi je vais dire que un objet de classe mère peut contenir un objet de classe fille. Mais attention, il faut utiliser avec parcimonie l'objet object. Moi d'ailleurs, je vous déconseille d'utiliser object comme ça, avec la covariance. Je vous le déconseille. Alors, attention, si vous ne redéfinissez pas ou ne polymorphez pas la méthode d'une classe mère dans une classe fille, exemple toString, à l'appel de celle-ci avec un objet fille, c'est la méthode de la classe mère qui sera évoquée. C'est ce que je viens de dire. Si vous ne redéfinissez pas ou ne polymorphez pas la méthode d'une classe mère dans une classe fille, à l'appel de celle-ci, à l'appel de la méthode, c'est avec un objet fille. Avec un objet fille, c'est la méthode de la classe mère qui sera évoquée. Comme je l'ai dit, la JVM va vérifier si cette méthode évoquée se trouve dans l'objet évoqué, dans l'objet qui a évoqué plutôt cette méthode-là. Sinon, on remonte. C'est la méthode qui se trouve dans la classe mère qui sera évoquée. Notez très bien que là, l'avantage, un autre avantage d'utiliser toString, c'est que si on ne met pas toString, en mettant juste l'objet, c'est pareil. C'est comme si l'on a mis toString. Voyez, c'est comme si l'on a mis toString. C'est pourquoi j'ai écrit ici que systemoutprintln toString est équivalent à systemoutprintln. Ils sont équivalents. Voilà l'avantage d'utiliser la méthode toString. Donc, si on appelle l'objet tout court, en fait, on a appelé la méthode toString avec cet objet-là de manière tacite. C'est ça ce que ça veut dire. Ça, c'est l'avantage de toString, utiliser toString pour décrire vos objets. Vous devez savoir qu'une méthode n'est invocable par un objet que si celui-ci définit la dite méthode. Vous devez savoir qu'une méthode n'est invocable par un objet que si celui-ci définit la dite méthode. Exemple ici, on essaie d'appeler la méthode d'écritoire à travers un objet, object. Essayons de voir ça sur Eclipse. Là, on essaie d'évoquer la méthode d'écritoire à travers un objet, object. Automatiquement, Eclipse n'aime pas ça. Et si on compile, on aura erreur. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit ici. Vous devez savoir qu'une méthode n'est invocable par un objet que si celui-ci définit la dite méthode. On ne peut pas évoquer la méthode d'écritoire parce que tout simplement, l'object, la classe object n'a pas défini la méthode d'écritoire. Aussi simple que ça. La méthode d'écritoire ne se trouve pas dans la classe object. Donc, avec la covariance, j'avais dit que la covariance n'a d'utilité que lorsqu'il y a redéfinition des méthodes. Lorsqu'on redéfinit des méthodes qui se trouvent dans la classe, qui se trouvent au niveau de la classe mère, dans les classes filles, dans les classes dérivées. Donc ici, si on essaie d'accéder à une méthode à travers un objet qui n'a pas défini cette méthode, eh bien, il y a erreur. Parce que tout simplement, d'écritoire n'existe pas au niveau
de l'objet au niveau de la classe object. Même si que décrit-toi existe à l'une des classes mères, l'une des classes filles plutôt. Même si que si ici j'avais mis par exemple décrit-toi, je vais copier-coller. J'avais ici une fonction décrit-toi. Donc là, il y a toujours erreur. Il y a toujours erreur, malgré que décrit-toi est une méthode qui existe au niveau de la classe fille. Mais cette méthode n'existe pas au niveau de la classe mère qui est object ici. Donc, il y a problème. Ça ne va pas marcher. À moins que l'on fait le transtypage. C'est-à-dire, on fait comme ça. On fait le transtypage. Donc là, il faut d'abord que décrit-toi existe au niveau de la classe ville pour faire le transtypage. Décrit-toi comme ça. 10 monuments, n'a pas de monument. Non, décrit-toi, ça doit avoir ce contenu-là. Comme ça. Et là, on peut faire le transtypage. On met parenthèse, ville. Comme ça. Décrit-toi. Décris-toi. Et là, après, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, décris-toi, je vais modifier un peu ici. C'est T, c'est S au lieu de T. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça entre parenthèses. Et là, c'est identique maintenant. Vous voyez, le transtypage. Donc, si vous utilisez la covariance, comme ça, c'est-à-dire vous essayez de mettre un objet de la classe phi dans un objet de la classe mère, il faut que la méthode évoquée à travers cet objet-là soit définie d'abord dans cette classe de l'objet. Est-ce que vous avez saisi? Comme le cas ici décris-toi. Décris-toi n'existe pas dans la méthode, dans la classe object. La méthode décris-toi n'existe pas dans la classe object. Donc, si on essaie de l'évoquer à travers un objet de la classe object, ça va poser problème, malgré que la méthode décris-toi existe bien dans l'une des classes phi, dans l'une des classes dérivées de la classe object. Ça va poser problème. Sinon, on procède au transtypage. Transtypage veut dire ici que l'on va mettre la référence object dans la référence ville. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut utiliser avec parcimonie l'objet object. Moi, je n'aime pas l'utiliser du tout. Je ne l'utilise pas. Parce qu'à la place, je préfère utiliser ville. Voilà. Alors, c'était tout pour ce chapitre. C'est un chapitre qui est très long, très dense, qui renferme beaucoup de nouvelles notions. Et encore une fois, comme je vous avais dit concernant le chapitre précédent, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Et si vous ne parvenez pas vraiment, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je vous viendrai au secours. Donc, c'était tout pour l'héritage. Donc, l'héritage est une notion qui nous permet tout simplement de ne pas répéter, de ne pas effectuer des répétitions de code. Si on a des classes, si on veut mettre en place des classes qui ont presque les mêmes caractéristiques, eh bien, mieux vaut créer une classe qui va contenir toutes ces caractéristiques-là, les caractéristiques identiques dans toutes les classes, et après, vous faites hériter les autres classes de cette classe-là. Donc, on va factoriser les éléments communs de ces classes dans une classe. Et après, on fait l'héritage.
C'est ça en fait la notion d'héritage. Ça nous facilite la vie, ça nous évite des répétitions. Et là, on a aussi profité de ce chapitre pour découvrir le polymorphisme, parce que le polymorphisme s'allie avec l'héritage, va avec l'héritage de même que la covariance. Donc le polymorphisme n'est réduit que la redéfinition de méthode d'une classe mère au niveau de la classe fille. Il permet entre autres de ne pas se soucier des types des objets. On va s'intéresser tout simplement, on va mettre tous les objets des classes filles dans un objet de classe mère. Comme ça, on ne va pas se soucier des objets de classe fille. Et dans ce cas, on a utilisé ce qu'on appelle la covariance. Et la covariance n'a d'utilité que lorsqu'il y a redéfinition de méthode. Donc, c'était tout pour ça. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.